Ah. Écoutez, encore une fois, bonjour. C'est un enregistrement qui fait suite à l'interruption de la vidéo qui s'est terminée à 12h30. Et comment fonctionne le modèle à 45 degrés de Samuelson? Il fonctionne de la manière suivante. Alors, essayez, je ne sais pas si je vais pouvoir voir l'expliquer sur l'écran. Je ne sais pas s'il va. Alors, je vais partir de cette dépôt-là. Et vous voyez, ok, encore une fois, ça a coupé, mais espérons que vous allez pas être découragé avec ça, comme je le suis. Donc, je vais revenir au schéma, parce que je vais passer sinon toute la journée. Voilà, vous avez, dans un premier temps, un cadre de raisonnement dans lequel on considère que en abscisse, on a le produit revenu ou le PIB, et on met des dépenses. Mais comme je l'ai dit, c'est celle-là. Quand vous voyez une bisectrice dans un schéma, ça veut dire que c'est l'ensemble des points pour lesquels y est égal à x, c'est-à-dire lorsque l'ensemble des dépenses c'est exactement égal au revenu distribué, on est sur cette sectrice rouge. Euh, et voilà, cette droite à peu près verte, la dépense observée et l'estimation plus réalisée après coup, ex post. Et donc, on voit que la dépense ex ante à euh, poste, on a un
Et ici, comme on l'a dit, il n'y a aucune raison qu'il soit un niveau. Le plein emploi, il va être un peu plus élevé. Produire, c'est de sous-emploi très probablement lorsque la dépense anticipée est pessimiste. Et le point qui est donc voilà le PIB de plein emploi et voilà le PIB qui a été réalisé ex post, c'est un équilibre de sous-emploi. Ce niveau-là s'appelle le point de la demande effective, E. Il a été à ce niveau-là parce que, ex ante, les entrepreneurs avaient anticipé une demande faible, un ensemble de dépenses faibles. Et donc, nous aurons un ensemble de points ici, le point d'équilibre de la demande effective, qui est un équilibre de sous-emploi Y étoile. Ici, c'est un point un peu plus élevé. Et ici, c'est l'équilibre de plein emploi qui n'a pas été atteint. Et ici, c'est aussi un équilibre de sous-emploi, mais avec en E1 qui donne Y1, c'est une situation où la demande ex post se trouve au-dessus de la demande ex ante. Ça veut dire que ici, au point E1, le point E1, eh bien, les entrepreneurs ont été trop pessimistes et se sont trompés dans leurs anticipations. Ici, en eux, les anticipations ont été autoréalisatrices, un équilibre de sous-emploi. Leurs anticipations ont été validées. Un peu plus loin, vers la droite, E2, c'est une situation où les entrepreneurs ont été pessimistes, mais la situation était ex post encore pire que ce qu'ils avaient anticipé. Et donc, la position des dépenses ex post sont inférieures aux dépenses des entrepreneurs, anticipées par les entrepreneurs, bien qu'elles soient déjà pessimistes, inférieures à celles de plein emploi. Donc voilà, si vous voulez, ce schéma qui explique, il n'explique rien, il illustre une situation d'équilibre de sous-emploi E qu'on appelle un équilibre keynésien. Keynésien dans le sens où c'est un équilibre qui est de sous-emploi. Tous les gens ne sont pas embauchés. Et tout ça, ça s'explique uniquement par les anticipations des entrepreneurs. Alors, vous avez ici une chose importante à laquelle vous devez faire attention dans l'explication. Et quand vous allez lire ce document sur le MT, c'est la distinction entre les positions à gauche de E et à droite de E. Ce que l'on veut montrer ici, par ce schéma,
à partir de cette diapositive-là, c'est montrer que l'équilibre de sous-emploi keynésien est un équilibre stable. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est un équilibre stable? Ça veut dire que quand on est à cet équilibre de sous-emploi E, cet équilibre est durable. On reste à ce niveau de sous-emploi. Il n'y a rien qui permet de façon endogène, sans aucune intervention extérieure, rien qui puisse nous sortir de cet équilibre de sous-emploi-là. Ça veut dire qu'on est stagné. On est dans la merde. On ne peut pas s'en sortir tout seul. L'économie ne peut pas s'en sortir toute seule de cet équilibre de sous-emploi E. Pourquoi? Parce que quand elle est à gauche, quand le revenu est inférieur aux dépenses prévues, n'est-ce pas? Il y a une tendance dans l'économie à augmenter Y et aller vers E. C'est ça ce qui est indiqué ici par la flèche. On va expliquer pourquoi. Mais il y a aussi le fait que si on est du côté à droite de E, il y a des forces qui vont ramener l'équilibre E2 vers E. Et c'est ça qui fait qu'on appelle cet équilibre keynésien de sous-emploi, on l'appelle équilibre stable de sous-emploi. Ça veut dire que la stabilité, c'est elle qui va nécessiter une action extérieure, une intervention de l'État, par exemple. Mais pourquoi cet équilibre E1, il est instable et il va l'économie va tendre vers le point E, équilibre keynésien de sous-emploi, et si elle se trouve dans E2, elle va être ramenée vers E, ben, tout simplement parce que quand on est en E1, par exemple, vous avez des dépenses ex post qui sont plus élevées que ce que les entrepreneurs avaient anticipé. Et dans ce cas-là, les entrepreneurs auront une motivation à vendre ou à écouler ce qui a été à produire plus, si vous voulez, à produire plus. En particulier, à déstocker. C'est-à-dire, dans l'économie, il y a toujours, comme je vous l'ai dit dans l'explication de l'équation fondamentale numéro 1 du circuit, il y a toujours des stocks dans l'économie. Quand les dépenses sont avérées plus élevées que les dépenses anticipées, eh bien, les entreprises déstockent. Donc, quand on est au point E1, il y a un phénomène de déstockage. Donc, vous voyez ici un processus d'ajustement vers le point d'équilibre E se fait par les variations des
désiré. C'est-à-dire que si l'économie se trouve à gauche de l'équilibre, les entreprises anticipent une demande qui est inférieure ou ont anticipé une demande qui est inférieure au produit observé et donc il y a un déstockage, c'est-à-dire une variation des stocks non désirés, SND, ce sont les stocks non désirés. Alors, je vais dire un petit mot sur cette notion de stock et de variation de stock. Je l'ai déjà expliqué quand on a parlé de l'équation fondamentale numéro un du circuit. Mais je vais le rappeler. Dans la présentation des stocks, oubliez cette, qui s'appelle, eh bien, même le Japon ne la pratique plus maintenant, parce qu'il est dans la crise. Le Japon est dans une grosse merde depuis quelques années, de longues années. Cette production à flux tendu, personne n'en parle aujourd'hui. Mais en général, pour dire simplement, en général, les supérieurs à la demande anticipée ou donc, si la dépense prévue est inférieure à inférieure au PIB, il y a une variation du stock non désiré qui est négative, c'est-à-dire que l'on déstocke. Stock parce que on a produit
Donc, chez les néoclassiques, l'équilibre se fait par la flexibilité. Le stockage et le déstockage justement, se fait par les quantités. Donc, ne soyez pas étonnés un jour si vous voyez dans un texte, dans une lecture, que c'est la flexibilité des prix qui ramène l'équilibre chez les néoclassiques, qui ramène à l'équilibre chez les néoclassiques, mais c'est les, c'est par les quantités et par les variations des quantités que se fait l'ajustement vers l'équilibre dans la théorie keynésienne. Donc, c'est des choses complètement opposées. L'ajustement par les prix et l'ajustement par les quantités. Là, je me répète beaucoup, hein, ici, c'est de... Voilà, là, je refais le même scénario, hein, le même schéma. Ici, variation de stock est égale à zéro. À l'équilibre de sous-emploi keynésien, vous avez uniquement des stocks désirés, parce que les entreprises font toujours des stocks qu'ils considèrent nécessaires. Ça veut dire des stocks qu'on stocke parce qu'on ne veut pas que lorsqu'un client demande, on lui dit attends qu'on produise. Non, l'entreprise stocke. Bien sûr, ce n'est pas dans tous les secteurs. On ne stocke pas dans le bâtiment, par exemple. Il y a des domaines où il faut stocker. Par exemple, pour produire des voitures, certaines entreprises en situation de marché florissant, ils ne stockent pas. Mais dans la réalité, vous voyez toujours des stocks de voitures. Je vous ai dit une fois, non? Sur la ligne D, quand vous allez vers Paris, ligne D, vous voyez à votre gauche, avant la Seine, stock de voitures. On produit toujours pour les stocks. C'est pour cela qu'il y a un rôle très important pour les commerciaux. C'est liquider les stocks le plus vite. Ils sont forts pour ça. Mais il y a des secteurs où il faut absolument produire pour stocker. Si vous produisez des boîtes de petits pois, bah, vous devez faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock. C'est quoi le contraire de production où il n'y a pas du tout de stock? Ce qu'on appelle les productions à la commande. Je ne suis pas dans tous les secteurs. On ne produit pas des petits pois à la commande. Et même les voitures, on ne les produit pas à la commande. Mais il y a des secteurs où on produit que à la commande. Bah, fabriquer les châteaux, enfin, comment ça s'appelle? À la commande. Tu ne peux pas fabriquer, tu ne peux pas construire. D'accord. Les avions fabriqués à la commande. Les gens, les entreprises, les avionneurs, les jours des salons, dans les salons, ils prennent les commandes. C'est ça que les salons, c'est très important pour les avionneurs. Ils prennent les commandes. Et après, ils s'en vont fabriquer. Ils peuvent avoir des commandes pour plusieurs années. Tandis que l'avionneur tel, il a un carnet de commandes plein. Il en a pour 5-6 ans de travail. Et tranquille. Parce que c'est des gros trucs. On ne peut pas les faire à la chaîne. Le contraire de production à la commande, c'est le travail à la chaîne. Le travail à la chaîne, c'est le travail pour le stock.
Donc, le stockage, ces stockages-là sont des stockages désirés. Mais là, on parle de stock non désiré, c'est-à-dire celui où on a des productions qui nous restent sur les bras parce qu'il y a une crise. Ou que des productions, il faut aller vite déstocker ce qu'on a parce qu'il y a trop de demandes en période d'expansion. Et c'est ces variations-là qui font que l'économie, à gauche, le stock non désiré est égal à zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a que des stocks désirés. Ensuite, ce segment-là, il constitue la quantité de déstockage. Variation de stock non désiré négatif. Ça veut dire on déstocke. Pourquoi on déstocke? Parce que la demande s'avère supérieure à ce qu'on a anticipé. La demande ex post, elle s'est avérée supérieure à la demande anticipée par les entreprises. Donc, il y a une demande plus forte que celle qu'on a prévue, alors on déstocke. Et quand on déstocke, ça pousse à produire plus. Et donc, on a tendance à produire plus, c'est-à-dire à faire un Y supérieur à Y1 et se rapprocher progressivement de Y étoile de sous-emploi. Ensuite, ça, c'est la situation contraire. La situation E2, une variation de stock à, à celle qui. Et donc, quand on a une variation de stock positive, ça veut dire qu'on va stocker du mois, on passe de là vers Y. On baisse la production. Donc, c'est pour cela qu'on dit que les, les positions en dehors de l'équilibre keynésien sont des positions qui tendent vers l'équilibre keynésien. Et donc, que l'équilibre keynésien de sous-emploi, on est c'est-à-dire on est coincé on est empêché. Pourquoi on insiste là-dessus? On insiste sur cette notion de stabilité de sous-emploi, c'est parce que la logique néoclassique est contraire à ça. Quand il y a de sous-emploi, il suffit que les prix soient flexibles pour qu'on tende vers le plein emploi vers la droite. La Keynes ne reconnaît pas ça. Okay. Donc, n'oubliez pas, ce que j'ai essayé d'expliquer ici, c'est que cet équilibre de sous-emploi keynésien, il est très important de retenir qu'il est ça veut dire que la flexibilité des prix soit inférieure ou supérieure à la demande, ça ne permet pas de retrouver l'équilibre. Et donc, c'est que
montrer par la suite qu'il faut une intervention extérieure. Alors voilà la question que l'on se pose maintenant. On se pose la question, une question très importante dans ce modèle keynésien. Quelle est la réaction du PIB ou du produit à une variation de l'investissement désiré par les entreprises? C'est-à-dire l'investissement autonome dont on a parlé précédemment. S'il varie, qu'est-ce qui arrive? Ça veut dire que si tout d'un coup, on passe de I0,1 à I0,2 supérieur, ça veut dire que tout d'un coup, les entrepreneurs se sont mis dans la tête que demain sera meilleur qu'aujourd'hui et commencent à être optimistes. Alors, la partie autonome de l'investissement augmente. Ça veut dire que l'investissement anticipé, il va avoir cette expression-là, un déplacement vers le haut, si vous voulez, un déplacement vers le haut de la demande. Il décide d'investir I0 de toute la droite, elle remonte vers le haut et on aura un équilibre qui est supérieur au précédent. Et c'est toujours un équilibre de sous-emploi, mais il est meilleur que le précédent. Pourquoi? Parce que les entrepreneurs ont été optimistes. La variation de Y, delta Y, une chose très importante ici, c'est que la variation de Y qui fait suite à la variation de l'investissement, elle est non. Mon cul.